bon mode d'affichage. Et nous en étions donc à l'étude des ondes planes, des ondes acoustiques planes. Et dans un premier temps, nous avons établi la relation de dispersion de ces ondes planes. Alors, j'ai résumé en haut du tableau un certain nombre de relations que je vais laisser là tout le long de ce cours, des relations importantes dont on va se resservir aujourd'hui. À gauche, la première, c'est l'équation des ondes, exprimée ici avec le potentiel des vitesses phi, sachant que pour les autres grandeurs physiques, que ce soit la vitesse ou la pression, on a exactement la même équation. Ensuite, C carré qui intervient dans cette équation est défini par 1 sur ρ0 kappa s, ρ0 étant la masse volumique du milieu non perturbé, kappa s étant la compressibilité isentropique qui est définie ici. Ensuite, l'intégration des équations de l'air donne la relation de Bernoulli qui s'exprime comme ceci, relation de Bernoulli stationnaire, ρ0 défi dt plus p moins p0 égale 0, donc c'est une relation linéarisée où on a négligé le carré des vitesses. Et puis enfin, la relation de dispersion qu'on a établie la dernière fois, oméga 2 égale C2 k carré, qui montre que la célérité des ondes qui est oméga sur k, on voit que la célérité oméga sur k, c'est plus ou moins c. Donc là, ça nous donne une interprétation physique de cette vitesse c. C'est simplement la vitesse des ondes, c'est la vitesse des ondes, de nombre d'ondes k et de pulsation oméga. Et cette vitesse des ondes, ou cette célérité des ondes, c'est la même pour toutes les ondes, quelle que soit leur fréquence ou leur longueur d'onde. C'est ce qui fait dire que les ondes acoustiques ne sont pas dispersives. Voilà donc où nous en étions. Et nous avions discuté pour finir la dernière fois la célérité des ondes, d'une part pour les gaz parfaits et d'autre part pour les liquides. Alors, après la solution en mode propre, on peut aussi résoudre l'équation des ondes avec la méthode de D'Alembert, exactement comme on a fait pour les cordes. Donc, la solution de D'Alembert, on va ici l'écrire d'une façon un peu différente de ce qu'on a fait pour les cordes, en remarquant que l'équation des ondes qui est là-haut, alors pour une onde plane dans la direction x, où le Laplacien se réduit à la dérivée seconde par rapport à x, l'équation peut l'opérateur qui agit sur la fonction phi peut être factorisé sous cette forme, donc d sur dt plus c d dx facteur de dt moins c d dx phi égale 0. Donc comme on applique un premier opérateur à phi, puis un deuxième opérateur, et on retrouve exactement l'équation des ondes qui est là-haut, à une dimension. Donc ça, cette factorisation montre que la solution phi s'exprime de façon générale comme la somme de deux fonctions, phi plus et phi moins, avec donc, phi plus, c'est une fonction de x moins ct, alors, vous voyez tout de suite que l'indice plus ou moins sur phi fait référence à la direction de propagation. Phi plus, c'est une onde qui se propage dans le sens des x croissants, fonction de x moins ct. Et phi moins, c'est une onde qui se propage dans l'autre sens, fonction de x plus ct. Alors, il se trouve que pour la suite, on peut aussi écrire cette fonction sous la forme où phi plus de t moins x plus c, et donc, pour celle-ci, phi moins de t plus x plus c. Pour
passer de cette variable à celle-ci, vous voyez qu'on a simplement changé le signe et on a divisé par c. On a évidemment le choix, hein. Une fonction de x, f de x, on peut aussi dire que c'est une fonction de ax, et voilà. On passe d'une expression à l'autre par un simple changement de variable. Il se trouve que cette forme-là va nous intéresser plus particulièrement dans la suite. Et ces fonctions phi plus et phi moins, qu'on a aussi appelées grand F et grand G dans le chapitre sur les ondes, elles sont, sur les cordes vibrantes, elles sont déterminées par les conditions aux limites et les conditions initiales. D'accord ? Voilà pour la solution. Alors, cette équation des ondes unidimensionnelle, elle admet aussi une intégrale première qui est intéressante. En effet, si on part de l'équation, donc l'équation 5, c'est-à-dire l'équation de Bernoulli, ici, et si on part de cette équation de Bernoulli et qu'on y injecte ces expressions de phi, donc Bernoulli, va nous montrer que P plus moins P0, je tire d'ici, c'est moins ρ0 dφ plus dt. Mais dφ plus dt, si je dérive dφ plus phi plus par rapport à t, ça va être moins c phi prime. D'accord ? Donc ici, ça va faire plus ρ0 c non, pardon, c'est pas exactement ce qu'il faut faire. Il faut, non, excusez-moi, il faut simplement considérer que cette équation, cette solution, elle est solution de cette équation des ondes, mais de la partie donc dφ plus dt plus c dφ plus dx égale 0. Phi plus est solution de cette équation, avec le signe plus ici. Et du coup, on voit que dφ plus dt, c'est moins c dφ plus dx. Donc ici, ça fait un plus ρ0c dφ plus dx. Et qu'est-ce que c'est que dφ dx? C'est simplement la vitesse. Donc ça, c'est ρ0 u plus. Donc ça, c'est un résultat important, c'est que la perturbation de pression est proportionnelle à la vitesse du fluide. Et il s'agit d'ondes longitudinales, hein, où il n'y a de vitesse que dans la direction x. Voilà. Et donc, la pression oscille, la vitesse oscille, mais pression et vitesse donc, oscillent en phase, à la même fréquence, bien entendu, et oscillent en phase. Maintenant, pour ce qui est de l'autre onde qui se propage dans l'autre direction, P- moins P0, c'est toujours moins ρ0 dφ moins dt. Et ça, en appliquant la même règle que juste au-dessus, avec ici un signe moins, on va trouver que c'est égal à moins ρ0c u moins. C'est-à-dire que cette fois, P- moins P0, la perturbation de pression, est toujours en phase avec la vitesse, ou plutôt en opposition de phase. Quand ces deux grandeurs oscillent en opposition de phase. Voilà pour cette intégrale première qui va nous être utile par la suite. On va maintenant passer à des considérations sur l'énergie de ces ondes.
Donc, troisième section, énergie acoustique. On va considérer tout d'abord le cas d'une onde plane. Si on prend l'équation de l'air, linéarisée, et qu'on la multiplie par U, on obtient ρ0U du dt égale à moins U dp dx. Et ce terme, on le réécrit sous la forme moins ddx de P U. Donc, si je dérive ça comme un produit, je vais retrouver ce terme, mais je vais en trouver un autre qui va être moins P du dx. Et pour l'annuler, j'ajoute ici plus P du dx. Et faisant ceci, je trouve ici un terme qui est la divergence du produit PU. Et PU, c'est la puissance de la force de pression par unité de surface, exercée par la partie gauche sur la partie droite. Et donc, ce terme, je peux l'identifier comme la puissance des forces, la puissance mécanique des forces extérieures sur une tranche de fluide verticale, perpendiculaire à la direction de propagation. Et de la même façon, ce terme, je peux l'identifier comme... Alors, avant d'identifier ce terme, je vais regarder celui-ci. Celui-ci, il peut s'écrire d dt de 1,5 de ρ0 u carré. C'est-à-dire qu'on retrouve ici l'énergie cinétique, EC, par unité de volume. Et donc, vous voyez que là, on trouve une équation que vous connaissez, qui est le théorème de l'énergie cinétique. On est en train de réétablir ici, dans un cas particulier, le théorème de l'énergie cinétique, qui est que le taux de variation de l'énergie cinétique est égal à la somme de la puissance des forces extérieures plus la puissance des forces intérieures. Par identification, ce terme est nécessairement la puissance des forces intérieures. Bon, là, je vous renvoie à votre cours de mécanique des milieux continus pour plus de détails sur ces considérations. Maintenant, je vais changer un petit peu cette expression en ajoutant et retranchant le terme P0 du dx. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça va devenir moins ddx de P moins P0 U plus ddx. Non, pardon, il n'y a pas de... C'est plus P moins P0 du dx. Vous pouvez vérifier que pour passer d'ici à là, bon là, j'ai simplement introduit un moins P0, moins plus P0 du dx, que je retranche ici, moins P0 du dx, je n'ai rien changé. Mais cette équation est plus propre dans la mesure où elle ne contient que des termes qui sont tous du même ordre de grandeur. Là, on a un terme quadratique en perturbation, c'est-à-dire qu'en termes de perturbation, on a un terme du second ordre. Ici, on a aussi un terme du second ordre, puisque P moins P0, c'est une perturbation, lui aussi, c'est un terme du second ordre. Même chose pour celui-ci. Donc, on a un terme du second ordre égale la somme de deux termes du second ordre. Alors qu'ici, on avait caché sous la pression, on a un terme P0U, qui est un terme du premier ordre. Alors évidemment, là, on avait un terme du premier ordre, et puis là, on avait le terme strictement opposé du premier ordre aussi. D'accord? Et donc, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a enlevé, on a soustrait les termes du premier ordre
pour obtenir donc une équation qui est plus homogène en termes de... Enfin, où l'homogénéité est plus apparente en termes d'ordre de grandeur. Voilà. Et alors, maintenant, ce dernier terme, on va le réécrire sous une forme un peu différente. P moins P0 du dx, je peux l'écrire en utilisant l'équation de conservation de la masse, moins P moins P0 fois 1 sur ρ0 des ρ dt. Hein, j'utilise la conservation de la masse, un d rho dt plus ρ0 divergence de U en version linéarisée. J'utilise la conservation de la masse. Maintenant, le d rho dt, je vais le transformer en un dp dx, puisque je sais, d'après cette équation, que dp, c'est ρ0 kappa s d rho, donc d rho dt, c'est 1 sur ρ0 kappa s dp dt. Donc, ça va donner, finalement, en combinant avec ce ρ, ça donne un moins kappa s, p moins p0, d sur dt, de p moins p0. Et là, je reconnais la dérivée par rapport au temps de 1 demi de kappa s p moins p0. C'est-à-dire que la puissance des forces intérieures s'exprime comme le taux de variation, ou l'opposé du taux de variation de quelque chose qui est qu'on peut identifier à une énergie potentielle de pression par unité de volume. Ça veut dire que bon, dans ce cas particulier, les forces intérieures dérivent d'un potentiel. Du coup, on fait ici des choses très analogues à ce qu'on a fait en thermodynamique pour établir le principe de conservation de l'énergie pour un système ouvert. C'est la même démarche. Donc ce terme de puissance des forces intérieures, je peux le basculer de l'autre côté du théorème de l'énergie cinétique pour aboutir à d de EA sur dt égale moins di dx avec, qu'est-ce que c'est que EA? EA, c'est l'énergie acoustique par unité de volume, somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Et, donc ça c'est OK, je mets ici. Et qu'est-ce que c'est que I? Eh bien, I, c'est ce qui est à l'intérieur du ddx qui est ici, c'est-à-dire c'est P moins P0 U. Donc là on a l'équation générale de propagation, enfin l'équation générale de l'énergie des ondes planes. Donc cette énergie, comme en mécanique de base, en mécanique élémentaire pour un oscillateur harmonique, c'est la somme d'une énergie cinétique et d'une énergie potentielle. Énergie cinétique liée à la vitesse, énergie potentielle liée à la compressibilité du fluide. Donc c'est une sorte d'énergie élastique. Hein. C'est l'équivalent pour un système masse-ressort du 1,5 de kx carré. C'est la même chose. C'est une énergie élastique. Égale un terme, qui est un terme de flux. Ça nous dit que dans une tranche de fluide de largeur unité, eh bien, l'énergie acoustique qui est dans cette tranche varie du fait qu'il y a de l'énergie qui rentre à gauche et il y a de l'énergie qui sort à droite. Et le ddx, c'est la divergence de cette énergie, c'est la différence entre ce qui rentre et ce qui sort. Et donc, ça donne la signification de ce I. I, c'est un flux d'énergie, hein, c'est-à-dire c'est la puissance des forces extérieures agissant à gauche sur la partie droite, donc produit d'une force par unité de surface fois une vitesse. Donc I, c'est donc EA, donc c'est l'énergie acoustique.
je vous laisse l'écrire. I, je l'écris parce que c'est une grandeur nouvelle. C'est un flux d'énergie acoustique. Ici, vous voyez que c'est un flux par unité de surface. Donc, un flux par unité de surface, on appelle ça souvent une densité de flux. Donc, avec des termes de physique générale, I, c'est une densité de flux d'énergie. Et en acoustique, ça porte un nom particulier. Ça s'appelle l'intensité acoustique. Vous voyez bien le bas du tableau? Non. Si. Oui, vous inquiétez pas. Okay. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une équation importante qu'on vient d'établir là, et dont il faut bien comprendre la signification physique, hein, que je viens de donner. Voilà. Alors, maintenant, il y a une petite chose intéressante à remarquer. C'est que l'énergie potentielle, qui est 1 demi de K0 P moins P0 au carré, je peux la réécrire avec l'intégrale première qu'on a établie tout à l'heure, que P moins P0, c'est plus ou moins ρ0, c'est U. C'est-à-dire que ça, c'est 1 demi de kappa 0 fois ρ0, c'est U. Alors, U plus ou moins, U plus moins, mais quand on élève au carré, dans les deux cas, on obtient ici plus U carré. Que ce soit U plus ou U moins, hein, ce n'est pas la peine de préciser puisque c'est la même chose. Et là, qu'est-ce que c'est que... pardon, P moins P0, c'est ρ0, c'est U, donc là, il y a un carré. Hein. Mais vous savez, on sait aussi que C carré, c'est 1 sur kappa 0, ρ0. Donc, qu'est-ce qui reste ici? Il reste que le ρ0. Et là, on retrouve l'énergie cinétique. C'est-à-dire qu'à tout instant, l'énergie potentielle élastique est égale à l'énergie cinétique. C'est ce qu'on appelle l'équipartition de l'énergie. Équipartition. Donc, finalement, l'énergie acoustique, on peut dire que c'est 2 fois l'énergie cinétique ou 2 fois l'énergie potentielle. Et ça peut s'écrire soit sous la forme ρ0 I carré ou sous la forme kappa 0 P moins P0 au carré. Voilà pour ces ondes planes. Alors maintenant, on va progresser vers les ondes un peu plus générales, que sont les ondes tridimensionnelles. On va procéder de la même façon que pour les ondes planes, c'est-à-dire qu'on va prendre l'équation de l'air, mais sous forme vectorielle, et la multiplier scalairement par la vitesse. Et de cette façon, on obtient, en passant l'opérateur de dérivation à l'extérieur du produit, 1 demi de ρ0 U scalaire U. On trouve l'énergie cinétique
par unité de volume. Et puis, à droite, on aura moins U scalaire gradient P, mais je peux tout de suite écrire que c'est aussi le gradient de P moins P0, puisque P0 est uniforme. Et là, je peux écrire ce terme, qui est le produit d'un terme par une dérivée, je peux l'écrire comme la dérivée du produit, c'est-à-dire moins divergence de P moins P0 U. Et puis, je dois soustraire le terme complémentaire, qui est donc soustraire avec un moins, donc plus P moins P0, divergence de U. Ce qu'on fait ici, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure pour les ondes unidimensionnelles. Simplement, au lieu d'avoir de simples dérivées par rapport à x, on a un gradient quand ça agit sur un scalaire et un opérateur de divergence quand ça agit sur une vitesse. Voilà, si vous voulez vous convaincre absolument de ça, si vous n'en êtes pas absolument convaincu, eh bien, passez en composante dans des coordonnées cartésiennes et vous trouverez le résultat immédiatement. Alors maintenant, le terme... alors on peut, à ce stade, on peut identifier à nouveau le membre de gauche comme étant le taux de variation d'une énergie cinétique par unité de volume. Et puis ici, on peut identifier ce terme à la puissance des forces extérieures et celui-ci à la puissance des forces intérieures. Et comme pour les ondes unidimensionnelles, ce terme de puissance des forces intérieures, on peut l'écrire avec donc P moins P0 dit de U. On peut écrire moins D sur dt d'une énergie potentielle avec cette énergie potentielle EP par 1,5 de kappa S P moins P0 au carré. C'est-à-dire qu'en fait, on a le même résultat pour une onde tridimensionnelle que pour une onde plane. Le terme de puissance des forces intérieures peut s'écrire comme l'opposé du taux de variation d'une énergie potentielle élastique liée à la compressibilité du fluide. Voilà, le fluide se comporte comme un ressort. Et donc, avec ça, on en déduit que l'équation des ondes s'écrit cette fois D de EA sur dt égale moins divergence de I, où cette fois le I c'est défini par P moins P0 fois le vecteur vitesse. Donc cette fois, I est un vecteur. Et son interprétation reste la même, c'est-à-dire que c'est bien une puissance des... non, ce n'est pas une puissance, puisqu'une puissance, c'est un scalaire, mais si on projette sur la direction X, sur une direction, on va avoir la puissance dans cette direction des forces de pression. Et écrit sous cette forme, ça s'identifie au flux d'énergie, donc comme tout à l'heure, au flux d'énergie dans la direction de U. Et ce flux d'énergie, alors c'est un flux d'énergie par unité de surface, donc c'est plutôt une densité de flux d'énergie, ou qu'on appelle dans le cadre de l'acoustique l'intensité acoustique. Et alors l'énergie acoustique elle-même, somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, il se trouve qu'on perd, dans le cas d'une onde tridimensionnelle, on perd cette équipartition parce que pour vous montrer l'équipartition, on a utilisé l'intégrale première P moins P0 égale ρ0 Cu, et cette intégrale première, elle est spécifique sous cette forme des ondes unidimensionnelles. Il n'y a pas d'équivalent dans le cas tridimensionnel. Donc, dans le cas tridimensionnel,
une onde tridimensionnelle, on n'a plus l'équipartition énergie cinétique et énergie potentielle. Donc l'énergie acoustique, ça reste la somme de deux termes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, c'est utile pour certaines applications, on peut exprimer cette énergie acoustique avec le potentiel uniquement. C'est-à-dire qu'on peut écrire ρ0 sur 2 fois alors l'énergie cinétique qui est U carré, mais U carré, on peut le relier à pardon, U, excusez-moi, U c'est le gradient du potentiel, donc ça s'écrit gradient phi donc au carré, 1 demi de ρ0 U carré, énergie cinétique, plus le terme d'énergie potentielle, où P moins P0, on peut l'écrire avec des phi dt. Et comme on a factorisé déjà un ρ, il reste ici 1 sur c carré des phi dt au carré. Voilà. Vous voyez que l'énergie acoustique ici s'exprime uniquement avec le potentiel phi. Ça peut être utile comme expression. Alors voilà pour les ondes tridimensionnelles pour le moment. Et on va maintenant revenir sur la notion d'intensité acoustique et donner quelques ordres de grandeur. Donc, 3.3, intensité acoustique. Et oreille humaine. On va dire deux mots sur l'oreille. Alors, physiologiquement, l'oreille n'est pas sensible directement à l'intensité acoustique. C'est-à-dire que quand l'intensité acoustique double, on n'a pas l'impression d'une grande augmentation du son. Physiologiquement, il faut plutôt que l'intensité acoustique soit multipliée par 10 pour qu'on ait l'impression d'une multiplication du son par 2, bien que ça soit extrêmement subjectif, évidemment. Ça tient au fait que l'oreille est un instrument de mesure d'une sensibilité incroyable qui permet de faire des mesures sur une gamme d'intensité acoustique absolument considérable, de l'ordre de 10 ordres de grandeur. Et on peut entendre des sons d'un facteur 1 à un facteur 10 puissance 10. C'est absolument considérable. Il n'y a aucun instrument de mesure autre que l'oreille n'est capable de cette prouesse-là. C'est pour ça que plutôt que l'oreille n'est pas vraiment sensible à l'intensité acoustique en tant que telle, mais plutôt à son logarithme. Et ça conduit à définir une échelle qui est une échelle d'intensité acoustique qui est l'échelle des décibels. Alors, la sensibilité on va dire logarithmique de l'oreille, bon, sensibilité logarithmique au sens où je viens de la définir, ça conduit à la définition d'une échelle d'intensité I en décibels qui est égale par définition à 120 plus le log plus 10 fois le log en base 10 de l'intensité exprimée en watts par mètre carré. Voilà, donc on a par définition, l'échelle de l'intensité acoustique en décibels, c'est ça. Alors, pourquoi ces chiffres, pourquoi ce 120, pourquoi ce 10? Eh bien, c'est pour faire en sorte que le seuil audible
qui correspond à une intensité acoustique de 10-12 watts par mètre carré. Et ça, dans l'échelle des décibels, ça va correspondre à une intensité de 0 décibel. Donc 0 décibel, ce n'est pas une intensité nulle, c'est une intensité qui vaut 10-12 watts par mètre carré. Et c'est le seuil de sensibilité de l'oreille. Et de l'autre côté, on a un seuil de douleur, on appelle comme ça, un seuil de douleur. Et l'intensité acoustique maximale que l'oreille peut supporter. Bon, douleur, mais c'est aussi destruction, potentiel de destruction de l'oreille interne. Et ce seuil de douleur, il est de 1 watt par mètre carré. Et ça correspond à une intensité en décibels de 120. 120 décibels. Donc, vous voyez, je vous disais, l'oreille est un instrument extraordinaire. L'oreille enregistre, est sensible à des intensités acoustiques sur 12 ordres de grandeur. 1 million de millions. C'est absolument considérable. Et, bon, et ça veut dire que l'oreille est un instrument extrêmement perfectionné, d'accord, comme la plupart, on pourrait dire la même chose de la vue. Hein. Mais enfin, bon, l'oreille, quand même, la vue n'a pas cette sensibilité en termes d'intensité lumineuse. Voilà. Alors, ça correspond maintenant à quelle perturbation de pression dans l'air, quelle vitesse. Mais ça correspond à des vitesses U comprises entre eux. Alors, pour le seuil audible, c'est 0,05 10-6 mètres par seconde. Et pour le seuil de douleur, ça correspond à 0,05 mètres par seconde. Vous voyez un peu la petitesse des vitesses, donc les oscillations de l'air quand on parle au seuil audible, c'est moins d'un micromètre par seconde. 1/20 de micromètre par seconde. Et puis, pour ce qui est de la pression, P-P0, P0 est compris entre 20-6 pascal et 20 pascal. Voilà, donc là encore, une gamme extrêmement étendue avec, à comparer avec la pression atmosphérique qui est de 10 puissance 5 pascal. Hein, donc, la pression, donc vous voyez que quand on parlait au début, la semaine dernière, de perturbation de pression, on est bien dans ce domaine, puisque par rapport à la pression P0, qui est 10 puissance 5 pascal, les fluctuations, elles sont, on va dire, de l'ordre du pascal ou plus petit. Hein, donc, il y a un facteur 10 puissance 5 ou plus entre la perturbation de pression et la pression ambiante. Dernier chiffre qu'on va donner, c'est l'intensité, la puissance de la voix humaine. La puissance de la voix humaine, eh bien, cette puissance, on va dire acoustique, elle vaut 10,5 watts à 0,03 watts. Donc 10,5 c'est quand on chuchote, 0,03 c'est quand on hurle, d'accord, quand on crie. Vous voyez, donc quand on crie, la puissance acoustique, c'est pas considérable, hein, c'est une fraction de watts. Mais grâce à cette sensibilité de l'oreille, on peut s'entendre avec ces fractions de watts. Alors, quel est le lien entre cette puissance et l'intensité acoustique? Eh bien, on sait que si la voix rayonne de façon uniforme dans tout l'espace, de façon isotrope dans tout l'espace, on sait que l'intensité acoustique à une distance R de la source, ça sera la puissance divisée par la surface de la sphère, qui est 4 pi r carré à la distance R.
Voilà, donc avec cette relation et puis ces ordres de grandeur, vous pouvez maintenant vous amuser à savoir pour une voix qui émet une certaine puissance, à quelle distance atteint-on le seuil audible, par exemple. Voilà, on peut jouer avec cette relation de différentes manières. Voilà pour les questions d'intensité acoustique et d'énergie acoustique. On va maintenant revenir aux ondes planes, mais cette fois aux ondes dans des tubes. Donc, quatrièmement, onde plane, ou on va dire longitudinale, ici, c'est un mot synonyme, ici, longitudinale, dans les tubes. Et on va commencer par le cas d'un tube de longueur semi-infinie. C'est-à-dire un tube de longueur infinie vers la droite, mais qui est fermé à son extrémité gauche, on va dire, par une membrane qu'on va positionner en x égale 0. Donc ça, c'est la direction x. Ça, c'est le tube. Et on va s'intéresser aux ondes qui sont émises dans ce tube par une oscillation de la membrane ici. Et on va dire que cette membrane, son mouvement, c'est x0 de t. Et on va s'intéresser aux ondes qui sont émises dans la direction des x croissants. Donc on cherche pour ces ondes un potentiel des vitesses phi qui doit, on le sait d'après les équations des ondes à une dimension, doit être une fonction de t moins x sur c. C'est une fonction f qui se prend. Donc une fonction donc c'est un profil d'onde qui se propage dans la direction des x croissants sans se déformer avec la vitesse c. Et ce qu'il faut, c'est que cette onde se raccorde évidemment à ce qui se passe sur la membrane. Donc on doit raccorder la vitesse de l'onde avec la vitesse de l'onde, la vitesse du fluide avec la vitesse de cette membrane. Donc on a une condition de raccord en x égale x0 de t, qui est la position de la membrane. Et pour ça, la vitesse du fluide au point x0 donc de la membrane t, ça doit être égal à x'0 de t. Le prime désignant la dérivation par rapport à la variable qui est le temps ici. D'accord? C'est ça la condition de raccord. Maintenant, cette condition de raccord, elle n'est pas en x égale 0. Elle est en x égale x0. Mais x0 reste voisin de 0. La membrane oscille avec un mouvement avec une amplitude faible, disons par rapport au diamètre du tube. Et donc, on va pouvoir faire un développement en série de Taylor de U de x0 autour de 0 et écrire ça que c'est U de 0 et de t plus la variation x0 fois tu dx calculé en 0 plus etc.
Mais si U est une perturbation, donc ici, la perturbation en 0, ça reste une perturbation du même ordre. Mais le terme suivant, on voit que c'est un terme du second ordre, puisqu'il fait intervenir le produit de deux grandeurs petites. Donc, la linéarisation va consister à supprimer ce terme quadratique devant le premier terme, et évidemment, on supprime également les termes suivants qui sont d'un ordre encore supérieur. Donc ça, c'est une linéarisation qu'on fait ici. Et maintenant, je vais réintroduire le potentiel des vitesses. Donc U, on sait que c'est dφ dx en 0 au cours du temps. Et ce dφ dx, je peux le relier maintenant à la dérivée de f, puisque dφ dx, c'est df sur par rapport à sa variable, la dérivée de f par rapport à sa variable qui est t moins x sur c, multiplié par la dérivée de cette variable par rapport à x, qui est moins 1 sur c. Donc ça, c'est moins 1 sur c, f' de t, puisqu'on est en x égale 0. D'accord? Donc voilà, on a terminé cette condition de raccord. Alors, pas tout à fait, puisque on a maintenant que f', c'est x', donc je peux intégrer par rapport au temps, et pour arriver au fait que f de t, ça sera moins c x0 de t, et plus une constante d'intégration, mais comme cette constante, elle affecte une fonction qui est simplement le potentiel, et qu'un potentiel des vitesses, vous savez que c'est défini à une constante près, on peut, sans perte de généralité, dire que cette constante est nulle. Et ça, c'est donc en x égale 0. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire de f de phi de x et de t? Phi de x et de t, c'est f de t moins x sur c. Mais f de t moins x sur c, c'est moins c x0 de t moins x sur c. Et voilà donc la solution pour la fonction phi. Vous voyez qu'on a relié phi au déplacement de la membrane en x égale 0. Et ce qu'on voit, c'est qu'à tout instant, eh bien, la fonction phi, c'est x0, bon, affecté de ce coefficient moins c, mais à un instant, non pas à l'instant t, mais à l'instant t moins x sur c. C'est-à-dire que la fonction phi est en retard par rapport à x0 de t d'une valeur qui est moins x sur c. Donc il y a un retard, phi est en retard de x sur c. Non, puisque c'est un retard, c'est x sur c, hein, je ne mets pas le moins parce que j'ai mis retard, en retard de x sur c par rapport à la membrane, par rapport au mouvement de la membrane. Bon, et ça se comprend bien. Imaginez que je donne une impulsion ici, avec cette membrane, j'en ai une impulsion brusque. Je vais générer une perturbation qui va se propager dans les x croissants avec une vitesse c. Et donc, naturellement, à la distance x, eh bien, je verrai arriver cette perturbation au bout d'un temps qui correspond à ce retard x sur c. Donc, on obtient un résultat qui est simple à interpréter. Alors maintenant, on va introduire le débit masse. Le débit de masse dans le tube. Ce débit,
ce débit qu'on va appeler Q de T, c'est la masse volumique ρ fois le débit volume, qui est le produit de la section du tube. Alors, c'est la première fois que la section intervient. Fois la vitesse. Alors, là, je vais introduire le débit masse lié, le débit masse en x égale 0, c'est-à-dire lié au mouvement du piston, et la vitesse, c'est simplement x' 0 de t. Donc ça, c'est bien le débit de masse créé par le mouvement du piston. Hein, le débit de masse, je ne l'écris pas, j'ai un petit tableau, mais vous l'écrivez vous-même, lié au déplacement du piston. Et de ce fait, on va pouvoir trouver une expression intéressante de la perturbation de pression, qui est, donc en n'importe quel point du fluide, qui est, d'après l'équation de Bernoulli, moins ρ0 dφ dt. Et comme on a ici phi, dφ dt, ça sera simplement moins c fois x' 0. Et donc le moins et le moins va faire un plus ρ0c fois x' 0. Mais ce x' 0 de t, je peux l'écrire q sur ρ0a. Le ρ0 s'en va. Et, alors attendez, pardon, ce n'est pas un Q de phi, c'est x de t moins x sur c, phi au point x, c'est x0 de t moins x sur c. Donc le Q ici, c'est un Q de t moins x sur c. Et cette équation nous donne la perturbation de pression. Et on voit que cette perturbation de pression, elle est proportionnelle au débit masse qu'on a introduit. Et simplement, par rapport au débit masse du piston, la perturbation de pression, c'est ce débit masse, mais retardé toujours de la grandeur x sur c. Donc, la vitesse est en retard. Voilà, enfin, le potentiel et la vitesse sont en retard de x sur c. La perturbation de pression est aussi en retard de x sur c par rapport au déplacement du piston avec cette relation. Donc, on relie la perturbation de pression au débit volume. Et cette équation, on peut la réécrire. On peut la réécrire, je le réécris ici parce qu'on est vraiment, il n'y a plus qu'une ligne à écrire. P moins P0, je peux l'écrire Z Q sur ρ0 avec Z ici est égal à ρ0 C sur A et qu'on va appeler l'impédance du tube. On introduit ici une grandeur importante, même si on l'introduit tout à fait au coin du tableau. L'impédance, Z, qui est une fonction uniquement des caractéristiques du tube et de l'air ou du fluide qu'il contient. ρ0, masse volumique du fluide, C, vitesse des ondes qui n'est liée que à ρ0 et à la compressibilité, et puis A, section du tube. Donc là, on a les propriétés du fluide. Donc Z, c'est une impédance du tube, et on voit que la perturbation de pression est liée au débit volume multiplié par cette impédance. Donc, vous voyez que si l'impédance est très élevée,
ça veut dire qu'à un débit, un débit volume, pardon, un débit de masse donné au niveau de la membrane, donc impédance très élevée, ça conduira à des différences de pression très élevées. Et puis, voilà. Et puis inversement, voilà. Donc l'impédance, c'est une mesure en quelque sorte de la réponse en pression consécutive à un débit de masse donné. Vous remarquerez que cette impédance, on a introduit aussi une impédance pour les cordes. Alors, ici, c'est l'impédance, mais on peut définir de façon équivalente l'admittance, qui est l'inverse de l'impédance, comme pour les cordes vibrantes. Hein. Ça, on peut aussi l'écrire 1 sur A. Bon, attention, parce que non, on les avait appelés Y. Y, les admittances pour les cordes, bon, un grand Y, ça serait 1 sur Z. Voilà pour ces ondes dans un tube semi-infini. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un tube de longueur finie? Je reprends le dessin de tout à l'heure. Mais cette fois, le tube est ouvert. Donc le tube est fermé à l'extrémité en x égale 0 et il est ouvert au milieu ambiant en x égale L. Donc là, le tube est fermé. Ce tube de longueur finie, c'est une schématisation d'un instrument à vent comme la flûte. Une flûte, essentiellement, c'est un tube qui est fermé à une extrémité du côté de la bouche et qui est ouvert à l'autre extrémité. Et dans ce tube, le souffle excite des ondes grâce à la petite ouverture là, qui est située au-dessus de la flûte et où est localisée une hanche. Alors bon, en fait, c'est un biseau, ce n'est pas une hanche exactement, ça ne vibre pas, mais au niveau de ce biseau, le souffle génère des tourbillons et ces tourbillons, donc, ce sont eux qui excitent une onde et cette onde se propage dans le tube, donc dans ce tube semi-ouvert de longueur finie, et on voudrait déterminer les fréquences propres de ce tube, savoir et pour avoir une idée du son qui peut sortir. Alors, on cherche maintenant. Alors, on a ici deux échelles qui sont une échelle de longueur, L, et une échelle de vitesse qui est la vitesse des ondes, puisque ça ne dépend que des propriétés du fluide. On a deux échelles de longueur, donc finalement, on a deux échelles de longueur et de temps indépendantes. Et on sait que quand on a deux échelles de longueur et de temps indépendantes, on peut chercher à l'équation des ondes une solution sous la forme de fonctions à variables séparées, c'est-à-dire on cherche phi de x et de t comme le produit d'une fonction grand X de x et d'une fonction θ du temps. Donc ça, encore une fois, on sait que c'est possible du fait qu'on a deux échelles indépendantes de longueur et de temps, avec comme condition limite que la vitesse défilé x en x égale 0 doit être nulle. Donc ça, c'est vitesse nulle. Et à l'autre extrémité, la pression doit être égale à la pression P0. Mais d'après la relation de Bernoulli, si P égale P0, alors dφ dt est nul. Donc, il faut satisfaire également dφ dt en L au cours du temps égale 0
Hein, ça correspond à P égale P0. Donc, on a une condition sur la vitesse d'un côté, une condition sur la pression de l'autre. Alors là, la résolution est identique à celle qu'on a faite dans le cas des cordes vibrantes. Donc, on va aller au résultat. On sait que ce problème admet des modes propres. C'est-à-dire des solutions où tous les points oscillent en phase. Et ces modes propres s'expriment sous la forme phi n égale A cosinus kn, allez, on va les appeler K, KNX fois sinus oméga nt, avec, alors A, on peut mettre à AN aussi, puisque a priori, voilà, l'amplitude du mode propre dépend du mode. Kn, ça vaut pi sur 2L fois 2L moins 1, où n égale 1, 2, 3, etc., où n est un entier. Et puis oméga n, c'est CKN. Bon, donc, encore une fois, pour établir cette expression des modes propres, on cherche la solution à ce problème, et la démarche est identique à celle qu'on a faite pour les cordes vibrantes. La seule différence, c'est que les conditions limites ne sont pas tout à fait la même. Même pour une corde vibrante, les conditions limites, c'était déplacement nul aux deux extrémités. Là, on a des conditions un peu différentes, puisqu'on a bien une condition de vitesse nulle en x égale 0, une condition de pression constante de l'autre côté. Et le fondamental, le mode fondamental, qui correspond au mode de plus basse fréquence. Donc la fréquence, c'est 2pi, la fréquence c'est oméga sur 2pi. On voit que c'est proportionnel à k, qui est le nombre d'ondes, et le plus petit k, c'est celui qui est obtenu pour n égale 1, et le plus petit nombre d'ondes, c'est pi sur 2L, donc. Et donc, K1, c'est pi sur 2L. Ça veut dire que la longueur d'onde du mode fondamental, qui est 2pi sur K1, 2pi sur K1, on voit que c'est égal à 4L. La longueur d'onde du mode fondamental, c'est 4 fois la longueur du tube. Vous vous souvenez que pour les cordes, la longueur d'onde du fondamental, ce n'était pas 4 fois, c'était combien? Combien de fois la longueur de la corde? 2 fois. 2 fois. La corde, le fondamental, c'est 2 fois la longueur de la corde. Là, la longueur d'onde, c'est 4 fois. Et pourquoi cette différence? C'est parce qu'à l'extrémité, on n'a pas les mêmes conditions limites. C'est-à-dire que si je représente en fonction de L, en fonction de X, ici L, la vitesse du fluide, je vais voir que en fait, cette vitesse, c'est un quart de sinusoïde qu'on pourrait prolonger ceci de part et d'autre, et que cette vitesse oscille, bien entendu, entre deux valeurs extrêmes, comme ceci. Hein, et donc, voilà, la vitesse du fluide donc, oscille de cette façon. Ici, on a une tangente horizontale, on est sur un maximum de la vitesse du fluide à l'extrémité du tube. On dit qu'ici, on a un nœud de vibration. La vitesse est nulle. Et on dit qu'en
en X égale L, on a un ventre. Ventre de vibration, ce que ce dessin illustre bien. Donc, nœud de vibration à l'extrémité fermée, ventre de vibration à l'extrémité ouverte. Voilà, donc à partir de là, on peut bien sûr prolonger considérablement cette étude acoustique dans les tubes de longueur finie, et c'est tout le domaine de l'acoustique musicale appliquée aux instruments à vent. On va maintenant regarder un autre type de tube. Tube de section variable. C'est-à-dire un tube qui aurait par exemple quelque chose comme ça, comme allure. C'est-à-dire que la section a une abscisse X, grand A, dépend de X. Alors, vous pouvez penser par exemple à l'ouverture d'une trompette. Hein, là, on étudie ce qui se passe lorsque l'onde émise dans le tube de la trompette arrive à l'extrémité et se trouve donc ouverte comme ceci. Vous pouvez penser à un mégaphone aussi, même chose, ou à une sirène d'alarme. On peut se demander, mais pourquoi une trompette est-elle ouverte de cette façon-là? Pourquoi on n'arrête pas simplement le tube à une section donnée? Pourquoi les mégaphones sont-ils ouverts? Voilà, donc c'est ce genre de questions qu'on va répondre ici. Donc il nous faut étudier ces ondes dans des tubes de section variable. Alors pour ça, on va d'abord faire un bilan de masse, écrire l'équation de conservation de la masse, et on va... Alors comme on a... on considère que les ondes sont planes, c'est-à-dire qu'il n'y a de vitesse que dans la direction X. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait exact dans le cas d'une section variable, parce qu'il y a forcément une composante V, hein, une composante transverse. Mais si la section est lentement variable, cette vitesse V est faible, et de plus, on peut montrer par une étude plus complète que tout ce qu'on va faire ici, en négligeant cette vitesse, ça reste valide, même si on prend en compte cette vitesse, d'accord, à des termes correctifs près. Donc la conservation de la masse pour une tranche de fluide, et là on va écrire une équation exacte, c'est que le taux de variation, alors on pourrait partir de l'équation, on part de l'équation, si vous voulez, d'ρ dt plus ρ0 divergence de U égale 0, équation générale, linéarisée, qu'on intègre sur la section. Mais comme les grandeurs sont homogènes dans la section, la masse qui est contenue dans cette tranche, c'est ρ A delta X pour une tranche d'épaisseur delta X. Attention, la section A, telle que je l'ai dessinée, ce n'est pas la section A au point X, c'est la section A en X plus dx, plus delta X. Et puis, c'est ici qu'on aurait la section A de X. Donc, ρA delta X, c'est la masse qui est dans cette tranche, et cette masse varie parce qu'il y a des flux, il y a de l'air qui rentre ou un fluide qui rentre et qui sort. Le fluide qui rentre par unité de temps, c'est ρ0 AU point X, ça c'est le débit de masse qui rentre en X, et qu'il faut diminuer du débit de masse ρAU qui sort, c'est-à-dire en X plus delta X. Et donc là, on a une équation de masse. Vous voyez que cette différence, je peux l'écrire aussi comme la dérivée par rapport à X de ρAU fois delta X. Ici,
j'ai quelque chose qui est infiniment petit. Donc, si je linéarise cette équation, je peux considérer que ρ, c'est ρ0, le sortir de la dérivation. Pareil pour A, puisque là, j'ai un infiniment petit, à l'ordre dominant, je peux prendre pour A la section, à l'abscisse X. En fait, il n'y a pas de, A ne dépend pas du temps. Donc ça va nous donner ρ0 A pardon, je dis une bêtise, parce que ρ varie au cours du temps. Donc on peut pas sortir, on peut sortir ρ0, mais on ne peut pas sortir la perturbation. Donc en fait, on va garder le dρ dt, mais c'est plutôt A et dx qui ne dépendent pas du temps qu'on peut sortir à l'extérieur. Donc ça va faire A delta x dρ dt égale ici moins. Alors, là pour le coup, A dépend de x, ρ dépend de x aussi par sa perturbation, et u dépend de x. Mais comme A est une grandeur d'ordre 1, et qu'ici on a gardé, on a un terme d'ordre 1, on peut linéariser cette équation et considérer que, il faut garder u parce que u c'est la perturbation, il n'y a pas de u0 ici. Et donc, on peut remplacer ρ par ρ0, et voilà, donc ça va faire moins ρ0 delta x, d sur dx de AU. Voilà. Donc le dx s'en va. Et puis, il nous faut aussi écrire la conservation de la quantité de mouvement. Ici, c'est l'équation plus simple, c'est de prendre l'équation de l'air, qui s'écrit ici ρ0 du dt égale moins dx. Et ça, avec le dρ dt, qu'on peut écrire 1 sur c carré des p dt. Donc ça vient de la définition de la compressibilité. Et c carré égale 1 sur ρ0 kS. Hein, ça vient de là, hein, voilà, la définition de kS. On l'a déjà utilisé tout à l'heure en termes de petites variations. dp, c'est ρ0 kS dρ. Et donc, les dérivés par rapport au temps sont reliés comme ceci, parce que ρ0 kS, c'est bien 1 sur ρ0 kS, c'est 1 sur c carré. Voilà. Et donc, quand on combine en fait ces trois équations, conservation de la masse, conservation de la quantité de mouvement, et puis équation de l'état, on arrive à l'équation que j'écris, d2p sur dt carré, moins c carré d2p sur dx carré, moins alpha c carré dp dx, égale 0. Bon, pour établir cette équation, hein, la manipulation est simple. On voit qu'on a un dp ici, dp dt ici, donc on dérive cette équation par rapport au temps. On fait apparaître ici une dérivée seconde par rapport au temps. La dérivée seconde par rapport au temps, c'est la dérivée mixte ici par rapport à t et x de AU. Et en se servant de cette équation, pour se débarrasser du temps, le remplacer par une dérivée par rapport à x, on tombe sur ça. Bon. Cette équation, on reconnaît ici l'équation des ondes classiques, d2p sur dt2 moins c carré d2p sur dx carré, mais on a un terme complémentaire ici, c'est l'équation des ondes,
multidimensionnel, on a un terme complémentaire. Attendez, non, attendez, j'ai été un peu vite là. Non, excusez-moi. Ça, c'est la ligne suivante. J'efface. On va retrouver cette équation, mais une ligne plus bas. Pas tout de suite à ça. Quand on fait ce que je vous ai dit, là, les dérivés par rapport au temps, on arrive à d2p sur dt carré moins c carré sur a ddx de a dp dx égale 0. Ça, c'est la relation générale pour un profil a de x quelconque. Vous voyez que si a est constant, il se simplifie et on retombe sur l'équation des ondes classiques. Mais si A varie par rapport à X, l'équation est différente. Et alors, c'est à ce niveau que si on introduit un profil particulier de la section, un profil exponentiel, ce qu'on appelle un pavillon exponentiel. C'est-à-dire A X qui va être A0 exponentielle alpha X. Alors, on introduit A de X ici, et là, on peut expliciter la dérivée de A par rapport à X, et on tombe sur l'équation que j'ai effacée là, qui est D2P sur dt carré, moins C carré D2P sur dx carré, moins alpha C carré dp dx égale 0, où là, on retrouve l'équation des ondes classique, et là, le terme complémentaire qui fait intervenir alpha, c'est-à-dire qui fait intervenir le profil exponentiel. Alors, quelles sont les solutions de cette équation ? Eh bien, on remarque que c'est une équation linéaire en P, qui fait intervenir donc des dérivés par rapport à x et par rapport au temps, et que c'est une équation à coefficient constant. Et on sait qu'une équation linéaire à coefficient constant admet des solutions exponentielles. Donc, on a des solutions et proportionnelles. Donc, ce signe-là, ce signe alpha avec des branches un peu allongées, ça veut dire proportionnel à exponentielle. Alors, solution exponentielle qu'on écrit sous la forme exponentielle i kx moins oméga t. Et donc, on a bien une solution exponentielle en x, exponentielle ikx, où le coefficient de x, on l'appelle ik. Rien ne nous empêche d'appeler ce coefficient ik. Et même chose pour le coefficient de t dans exponentielle moins i oméga t, on l'appelle moins i oméga. Et pourquoi on adopte ces expressions de ces coefficients? Simplement parce que on devine que cette solution va correspondre à des ondes qui se propagent donc dans le cube avec une fréquence oméga et un nombre d'ondes k. Voilà. Et quand on injecte cette expression générale de la solution dans cette équation, le terme ici, d2p sur dt2, va faire sortir un... alors, quand on dérive par rapport au temps, il y a un moins i oméga. Et quand on dérive une deuxième fois, on multiplie encore par moins i oméga. Et donc, il va rester du i oméga au carré, c'est-à-dire moins oméga carré. Ensuite, on va avoir un moins c carré fois la dérivée seconde par rapport à x. La dérivée par rapport à x fait sortir ik, et encore ik, c'est-à-dire moins k carré.
Et puis ensuite, on a un moins alpha c carré multiplié par une dérivée par rapport à x qui ici fait sortir un ik égale 0. Juste un point que je n'ai pas précisé, c'est que on cherche ici des solutions sous cette forme. Et vous voyez qu'il faut intervenir des coefficients complexes, étant entendu que la solution réelle, enfin la solution de cette équation, qui est une équation réelle à coefficient réel, doit être réelle, et donc sous-entendu que la partie qui a une signification physique, c'est la partie réelle de cette exponentielle. D'accord? Donc en fait, il faudrait plutôt écrire P proportionnel à... Alors je vais plutôt écrire ici la partie réelle. Bon. Après, quand on a l'habitude de travailler avec des ondes, on oublie d'écrire partie réelle parce que c'est inutile, mais il faut quand même l'avoir en tête. Quand on introduit des exponentielles, il faut sous-entendre partie réelle. Et on introduit des exponentielles simplement parce qu'au niveau du calcul, ça simplifie considérablement les choses. Parce que si on garde des fonctions sinus et cosinus, on est constamment en train de faire d'utiliser des fonctions pour transformer les sinus en cosinus et les cosinus en sinus, ce qu'on n'a pas besoin de faire avec la notation exponentielle. Alors, vous voyez que cette équation, je peux l'interpréter comme une équation qui me donne le nombre d'ondes K pour une fréquence donnée. Alors, je peux l'exprimer sous la forme d'une équation du second degré en K, C2 C carré K carré, moins I alpha C carré K, moins oméga carré égale 0. Donc, c'est une équation du second degré qui nous dit que pour un certain oméga, pour une certaine fréquence, le nombre d'ondes ne peut pas être choisi arbitrairement. Le nombre d'ondes est solution de cette équation. Donc, à une fréquence donnée, correspond 1 ou peut-être 2 ici, ou peut-être plus, nombre d'ondes, mais ce sont toujours des nombres d'ondes sélectionnés par la relation par cette relation qu'on appelle la relation de dispersion. Donc, vous voyez que cette relation de dispersion, elle contient l'équation précédente, puisque quand on fait alpha égale 0, ce qui correspond à un tube de section constante, eh bien, on retrouve la relation de dispersion générale qui est ici, C2 égale oméga 2 égale C2K2. Mais bon, ici, on a un terme supplémentaire affecté c'est un terme à coefficient imaginaire. Et cette relation de dispersion admet pour oméga réel, c'est-à-dire par exemple oméga réel, ça correspond à une excitation avec une fréquence déterminée à l'entrée du tube, et cette fréquence, eh bien, elle ne peut que rester constante vers l'aval. Il ne peut pas y avoir de variation spatiale de la fréquence, ça il y aurait des problèmes de continuité. Donc la fréquence à l'entrée, c'est la même que la fréquence en tout point de la section, avec éventuellement des phases, des retards ou des avances de phase, mais c'est la même fréquence. Donc pour oméga réel, cette équation du second degré en K admet les solutions K égale K plus moins égale I alpha sur 2 plus ou moins oméga carré moins oméga C carré sur C carré à la puissance 1,5 avec oméga C carré qui est alpha C sur 2. Donc ici, on introduit, on voit que le seul paramètre dans cette équation, c'est quelque chose qui est alpha C. Et alpha C sur 2, on l'appelle oméga C carré, parce que voilà, on introduit une valeur particulière, une valeur critique de la pulsation oméga. Et cette relation, donc cette solution pour K, nous dit qu'il y a deux cas à envisager. Le premier, c'est si la fréquence
alors fréquence angulaire, pulsation, bon, en abrégé, la fréquence oméga est plus grande que oméga c, l'argument de cette racine carrée est positif, donc là on a quelque chose qui est positif, donc on a une propagation, donc on a la solution, c'est une onde propagative de nombre d'ondes qui est la partie réelle de K, KR, qui vaut, alors, plus ou moins. Alors, ceci dit, comme on a l'idée d'une onde qui se propage dans le sens des x croissants, et on a cherché une solution pour ça en kx moins oméga t, on retient la solution positive, la racine positive ici de k, c'est-à-dire k, donc, qui est oméga carré moins oméga c carré sur c carré, puissance 1,5. Et d'amplitude alors l'amplitude, vous voyez que c'est une amplitude qui va faire intervenir ici la partie imaginaire, parce que si je réinjecte ça ici, je vois que dans le IKX, je vais avoir un I fois alpha sur 2 X. Et I fois I, c'est moins. Donc, on a ici, on a en multiplication de l'exponentielle complexe, on a une partie réelle qui est exponentielle de I fois I, c'est-à-dire moins alpha X sur 2. Et donc, on a une onde dont l'amplitude décroît exponentiellement vers l'aval, c'est-à-dire que dans sa représentation graphique, l'amplitude de l'onde va décroître. Donc, on a une onde qui oscille en temps et en espace. Hein. On a ici une longueur d'onde qui est 2π sur kr. Tout ça, bien sûr, ça oscille en temps aussi. Hein. Un x fixé, ça oscille en temps entre les deux limites qui sont là. Mais on a cette décroissance exponentielle, hein, où vous savez que moins alpha sur 2, enfin alpha sur 2, ça va correspondre à une distance x qui correspond au prolongement en 0 de la tangente en x égale 0, hein, propriété générale des exponentielles. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe pour oméga plus grand qu'oméga c. On a une onde propagative dont l'amplitude décroît exponentiellement. Pourquoi elle décroît exponentiellement? C'est pour conserver l'énergie. Cette onde se propage dans une section qui augmente exponentiellement. Donc, forcément, l'énergie de l'onde se répartit sur une section de plus en plus grande qui croît exponentiellement. Alors, présentez pourquoi le demi? Parce que là, on est sur l'amplitude, et puis la section, ça fait intervenir le carré d'une longueur. Bon, donc, d'un côté, il y a une longueur, de l'autre côté, il y a le carré d'une longueur, tout ce facteur 1,5. Maintenant, dans l'autre cas, où oméga est plus petit que oméga c, eh bien, à ce moment-là, on voit que K n'a pas de partie réelle, c'est-à-dire que la partie réelle est nulle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propagation. Mais on a simplement un amortissement exponentiel, donc une décroissance exponentielle de la perturbation qu'on a injectée à l'entrée. Et
cette décroissance exponentielle, bon, je viens d'effacer, bon, c'est très simple, le coefficient de cette décroissance exponentielle, c'est simplement, eh bien, comme K est complètement imaginaire, donc la partie, une fois qu'on a sorti I, la partie imaginaire de K, c'est ce qui va donner le taux de diminution exponentielle de cette onde. Et alors, ce type de solution où on excite en x égale 0, mais en fait, on a la perturbation décroît exponentiellement sans oscillation, à proprement parler, c'est ce qu'on appelle une onde évanescente. Et cette onde évanescente, elle décroît exponentiellement, c'est-à-dire qu'en fait, à la sortie du tube, on n'aura plus rien. L'onde aura été complètement en fait, dissipée. Il resterait à savoir ce que devient l'énergie qu'on a injectée à l'entrée. On peut se douter que bon, il faudra aller un peu plus loin pour savoir où va cette énergie. Si elle revient dans l'excitateur ou si elle est dissipée par la viscosité, bon là, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là. Cette onde évanescente, ça veut dire que l'excitation ne sort pas. C'est-à-dire que pour ce pavillon exponentiel, on voit que si les fréquences sont élevées, il y a bien du son qui va sortir, mais si les fréquences sont basses, rien ne va sortir. C'est-à-dire que le pavillon exponentiel se comporte comme un filtre passe haut. Donc le pavillon exponentiel, c'est un filtre passe haut et des vibrations. Alors, on pourrait réinterpréter ce résultat en termes d'impédance, mais bon, on fera ça plutôt dans le cadre de travaux dirigés, réinterpréter ces résultats en termes d'impédance. On va maintenant passer à la dernière section de ce chapitre, où on va retrouver ces notions d'impédance. On va s'intéresser donc, section suivante, à la transmission d'une onde à travers une jonction. Alors, le problème qu'on se pose, c'est, on reste, si vous voulez, dans le cadre des ondes dans les tubes, mais la question qu'on se pose, c'est que se passe-t-il si une onde se propageant dans un tube avec la célérité c, arrive dans une région où la section varie brutalement. Et cette région, on va supposer que la longueur de la région où la section varie est très petite devant la longueur d'onde divisée par 2π. Et ça, on peut l'écrire aussi C sur oméga. Donc, par rapport à la fréquence de l'onde et sa célérité, qui correspond à une certaine longueur d'onde, on considère que cette longueur est petite. On est dans le cas inverse, si vous voulez, de la situation précédente, où on supposait des variations lentes. Là, on suppose des variations rapides. C'est ce qu'on appelle une jonction compacte. Et maintenant, on a une onde incidente. On va considérer l'onde de pression. Donc, ici, on a un milieu 1, et ici, on a un milieu 2, sections différentes.
peut être masse volumique différente aussi. On peut avoir une interface avec deux fluides de masse volumique différentes. Et dans le milieu 1, donc, on a une onde qui se propage vers la droite, qui arrive sur la jonction, et c'est une onde qui est une fonction de t moins x sur C1. Cette onde propagative qui arrive sur C1, eh bien, en arrivant sur cette jonction, on peut imaginer qu'une partie va être transmise à droite, dans le milieu 2, mais une partie peut être aussi réfléchie à gauche. Et ce qu'on veut, c'est déterminer justement les caractéristiques de l'onde transmise et de l'onde réfléchie. Donc là, on fait des choses tout à fait analogues à ce qu'on a fait pour les cordes. Hein. C'est les mêmes idées qu'on met en jeu sur un problème un peu différent. Alors, cette onde incidente engendre donc une onde réfléchie. Qu'on va appeler donc ça c'est pour T négatif, et donc ça signifie que pour T positif, où l'onde arrive sur la jonction, P1 moins P0, ça sera la somme de l'onde incidente, Fi de T moins X sur C1, plus une onde réfléchie, Fr, de T plus X sur C1. Et dans le milieu 2, on aura une perturbation de pression P2 moins P0 égale Ft de X moins C moins X sur C2. Et il nous faut maintenant déterminer FR et FT. FR et FT vont être déterminés par les conditions aux limites. En x égale 0. Alors x égale 0, on choisit x égale 0 au niveau du changement de section. Et ces conditions limites, elles sont de deux types. Il y a une condition de continuité de la pression, et puis une condition de continuité qui porte sur la vitesse. Donc, pour ce qui est de la pression, eh bien, on a nécessairement que P1 égale P2 en x égale 0. La pression à gauche, c'est donc en x égale 0, c'est Fi plus Fr. Donc Fi de T plus Fr de T égale Ft. Et puis on a aussi une condition, alors, non pas sur la vitesse, mais on va écrire une condition sur le débit. En effet, sur cette région compacte, eh bien, le débit de fluide qui rentre doit être égal au débit de fluide qui sort, parce que la région est compacte et donc on va considérer qu'il ne peut pas y avoir de variation alors, en fait, ce qu'on va écrire, c'est une condition sur le volume rentrant et le volume sortant. De cette façon, sur cette tranche de volume donné, s'il y a un volume qui rentre, nécessairement, il doit sortir, parce que le volume il est contrôlé par cette longueur L qu'on considère comme fixée. Donc, le débit de volume rentrant, donc on a une condition sur le débit volume, qui est que A1, U1, en appelant toujours A la section, donc A1 ici, de là, A1, U1 doit être égal à A2, U2. J'insiste sur le fait que ce n'est pas la vitesse qui est continue, c'est le débit de volume. Hein, la section change, donc la vitesse peut changer.
Mais par contre, le débit qui rentre, le volume qui rentre doit sortir, puisque le volume intermédiaire, il est constant. Et avec, comment relier maintenant U aux fonctions F, c'est-à-dire à la pression, eh bien, on a pour ça l'intégrale première, qui est que P moins P0, qui est égal à ρ0 CU pour les ondes incidentes et transmises, puisque ce sont des ondes ces deux ondes se propagent vers la droite, et puis P moins P0 égale moins ρCU pour l'onde réfléchie. Et donc en remplaçant U par P moins P0 sur ρC, en remplaçant P moins P0, en disant que U1, enfin que P1 moins P0, c'est la somme de l'onde FI et de l'onde F. Donc côté 1, il y a l'onde FI et l'onde FR, et puis côté 2, on a l'onde FT transmise. Donc, en combinant ces trois relations, on arrive à l'équation que j'écris, qui est que Y1 FI de T moins Y1 FR de T égale Y2 FT de T avec Y1 ou Y2, c'est défini par A1,2 divisé par ρ0, c'est 1,2. Bon, par souci de simplification, on considère que c'est la même masse volumique à gauche et à droite, mais en réalité, on pourrait aussi avoir des masses volumiques différentes. Et voilà. Ici, on aurait, au lieu d'avoir ρ0, on aurait ρ1 ou ρ2. Et on a un système donc, de deux équations à deux inconnus. Donc, ces conditions limites sur la pression sur le débit volume nous donnent deux équations pour FT et FR, qui sont les inconnus. Et on en déduit que FR, alors on va commencer par FR, onde réfléchie, est donné par Y1 moins Y2 sur Y1 plus Y2, FI T, et l'onde transmise, FT, est égale à 2Y1 sur Y1 plus Y2, FI de T. On a des résultats tout à fait analogues à ce qu'on a obtenu pour les cordes, hein, et on peut, à partir de là, discuter ce qui se passe dans des cas limites où, par exemple, si les impédances sont égales, on voit qu'il n'y a pas d'onde réfléchie et tout est transmis. Voilà, ça c'est bon, on voit l'utilité de la notion d'impédance. Si deux milieux ont des impédances égales, eh bien, les ondes se transmettent sans difficulté d'un milieu vers l'autre, sans réflexion. Un autre cas limite, c'est si par exemple Y2 est très petit devant Y1. Alors si Y2 est très petit devant Y1, à ce moment-là, vous voyez que l'onde réfléchie est égale à l'onde incidente. Et si Y2 j'ai dit, est très petit, et on a une onde transmise qui vaut deux fois l'onde incidente. Donc, on transmet en amplitude deux fois l'onde incidente et on la réfléchit autant. Et ça peut éveiller un doute sur la conservation de l'énergie, mais exactement comme pour les cordes vibrantes, si on s'intéresse après au coefficient de transmission et de réflexion en énergie, on voit que l'énergie transmise, elle est nulle, enfin, elle est complètement négligeable, que toute l'énergie est réfléchie. Et l'autre cas limite, c'est quand Y1 est très petit devant Y2. Dans ce cas-là, l'onde est réfléchie avec un changement de signe,
et l'onde transmise, c'est 0. Voilà pour les trois cas particuliers. Alors maintenant, ça c'est en x égale 0. Mais une fois qu'on a les fonctions fr et ft, il suffit de changer l'argument de la fonction pour obtenir ce qui se passe en tout point. Donc au point x, au point d'abscisse x, eh bien fr de t, qui est une fonction de t plus x sur c1, ça sera simplement y1 moins y2 sur y1 plus y2 de fi de la même variable xt plus x sur c1. Donc en n'importe quel point, à n'importe quel instant, n'importe quel x, où t plus x sur c1 a une certaine valeur numérique, je prends la fonction fi où la variable a la même valeur numérique, je multiplie par ce rapport d'admittance et j'obtiens fr. Et pareil pour l'onde ft, qui est une fonction cette fois de t moins x sur c2. Eh bien, ça sera 2y1 sur y1 plus y2 fois la fonction fi, et cette fois de la variable t moins x sur c2. Voilà pour ces amplitudes donc de la pression, hein, puisque F, ça correspond à la pression. Maintenant, en termes d'énergie, calculons les flux d'énergie transmis et réfléchis. Alors, le flux incident, c'est la même chose qu'un flux incident, c'est la même chose que la puissance des forces de pression exercées par la gauche sur la droite. Et cette puissance, c'est le produit, c'est la force qui est A1 P1 plus moins P0 fois la vitesse U1 plus. Alors ici, le plus veut dire qu'on considère l'onde qui se propage dans le sens des x positifs, puisque c'est ça l'onde incidente. Donc là, on a bien une force fois une vitesse. Et en utilisant donc la solution qui est ici, plus l'intégrale première, qui relie la perturbation de pression à la vitesse, on trouve que ça, c'est Y1 fois FI au carré de T moins X sur C1. Ensuite, le flux réfléchi PR, ça sera la force, c'est-à-dire A1 fois P1 moins cette fois, puisque c'est l'onde qui se propage dans le sens des X négatif, moins P0 fois U1 moins, et ça, on trouve que ça vaut Y1 FR au carré de T plus X sur C1. Et enfin, le flux transmis, P, T, ça sera A2 P2 plus moins P0. Bon, en fait, côté 2, il n'y a pas d'onde réfléchie. Donc, P2 plus, c'est la même chose que P2. Fois U2 plus, qui est la même chose que U2. Et en remplaçant donc avec les expressions qu'on a trouvées précédemment, on trouve que c'est ça, Y2 FT carré de X moins de T moins X sur C2. Maintenant, en x égale 0, on peut évaluer le rapport de la puissance réfléchie sur la puissance incidente.
et on trouve que c'est Y1 moins Y2 sur Y1 plus Y2 au carré. Et le rapport de la puissance transmise sur la puissance incidente, c'est 4 Y1, Y2 sur Y1 plus Y2 au carré. Vous remarquerez que ce sont des expressions qui sont identiques à celles qu'on a obtenues pour les cordes vibrantes. Le rapport des flux réfléchis incidents, on avait trouvé la même expression en termes d'impédance, ou plutôt ici d'admittance, et puis même chose pour le rapport puissance transmise sur puissance incident. Et on peut vérifier que cette puissance transmise, c'est 1 moins la puissance réfléchie sur la puissance incidente, ce qui on peut vérifier ça, hein, vous faites 1 moins ça, vous trouvez exactement ça. Ça veut dire que, si je bascule de l'autre côté, ça veut dire que la somme de la puissance transmise et de la puissance réfléchie, c'est bien égal à la puissance incidente. Donc on a une conservation de l'énergie entre les différentes énergies qui traversent ou qui sont réfléchies au niveau du changement de section en x égale 0. On va terminer par un tracé de la puissance transmise sur la puissance incidente en fonction du rapport des admittances Y2 sur Y1. Ici, on peut remarquer que si je divise par Y1, si je divise par Y1 carré, le numérateur, ça devient 4 Y2 sur Y1, et le dénominateur devient 1 plus Y2 sur Y1 au carré. Donc, on a une fonction ici de la seule variable Y1 sur Y2 sur Y1. Et cette fonction de la seule variable, eh bien, pour Y2 sur Y1 petit, sur Y2 sur Y1 petit, ça va simplement être, là on a 1, donc 4 Y2 sur Y1, donc on a une croissance linéaire pour Y2 sur Y1 petit, et pour Y2 sur Y2 grand, on vérifie qu'on a une dépendance hyperbolique de cette puissance transmise, et donc la fonction globale, c'est celle-ci. Et une étude des variations de cette fonction montre que le maximum est atteint lorsque les admittances sont égales, et ce maximum, il vaut 1. C'est-à-dire que lorsque les impédances sont égales, toute la puissance est transmise. Donc ça, on voit apparaître un intérêt de la notion d'impédance, hein, ici. Les impédances sont telles que quand deux milieux ont la même impédance, eh bien, l'onde est intégralement transmise. Ce qu'on voit aussi ici, c'est que lorsque les admittances ou les impédances sont égales, la puissance réfléchie est nulle, et donc forcément, toute la puissance est transmise. Voilà pour ces considérations énergétiques sur les énergies réfléchies et transmises. Bon, on pourrait continuer ce chapitre par une section intéressante sur le rayonnement de sources ponctuelles dans l'espace tridimensionnel, c'est-à-dire s'intéresser à un problème à géométrie sphérique. Jusqu'ici, on a considéré que des problèmes à géométrie unidimensionnelle, des problèmes 1D, bon, sauf ce qu'on a fait sur l'énergie d'une onde tridimensionnelle. Il y a une autre situation qui se prête à des calculs simples, c'est les ondes sphériques. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, sur une sphère qui pulse, comme ça, qui va émettre des sons de façon isotrope, qui va émettre des ondes isotropes dans le milieu. Ceci dit, ça, on le traitera peut-être en TD, ou peut-être qu'on ne le traitera pas dans ce module-là. Il faut faire des choix un peu draconiens.
je crois que je préférerais parler à la fin de ce cours plutôt des ondes dans les solides, où il y a des nouveautés intéressantes, plutôt que parler de ces ondes acoustiques sphériques. Donc, on s'en tient là pour aujourd'hui. On termine même avec un peu d'avance, pour une fois. Et on ne veut pas s'en plaindre. On s'en tient là pour aujourd'hui. On a terminé ce chapitre sur les ondes acoustiques. La semaine prochaine, on va aborder le cas des ondes de surface, les ondes de gravité, les ondes de surface à la surface de l'eau. Un autre type d'onde extrêmement intéressant aussi. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à lundi pour ceux d'entre vous qui ont choisi le module système dynamique et sinon à mardi pour l'énergétique. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, bon Au week-end. revoir. Vous aussi. Merci, au revoir. Merci.